aussi avez-vous votre chemise de métro? Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique d'actualité de Femme à part, chronique dans laquelle nous allons parler de vêtements. Et oui, le sujet est toujours d'actualité, surtout avec les beaux jours qui arrivent et avec la nudité qui se fait de plus en plus voir, n'est-ce pas, à la sortie de l'hiver et à l'arrivée du printemps. Nous allons également parler d'un stage de déconstruction de la masculinité, mais également d'élégance et voilà, pas mal et aussi de médical d'ailleurs, de petites anecdotes sur mon entreprise qui vous plaira sûrement, je pense, par rapport à l'idéologie et aux histoires de gros sous qui sont derrière justement certaines idées qu'on essaye de nous faire passer un petit peu partout, en dépit de tout bon sens et de toute observation de la nature et de la biologie, tout simplement. Mais on en parlera juste après. Alors je voulais commencer par un texte qu'une amie m'a fait passer sur l'élégance. De mémoire, c'était dans un Marie-Claire des années 50. J'espère que j'ai bien retenu la date. Et elle parle de l'élégance. Alors je vous lis ce texte. Toutes les femmes peuvent être charmantes, d'abord par leur beauté, qui est un don de la nature, ensuite par le charme, qui est le rayonnement du cœur et de l'intelligence. Mais il n'y a pas seulement la beauté et le charme dont, en somme, une femme n'est pas toujours responsable. Il y a aussi, et c'est là de vous-même que dépend votre succès, l'élégance. Et oui, l'élégance est pour beaucoup dans le rayonnement et le charme d'une femme. Mais attention, il y a élégance et élégance. La véritable élégance n'est pas du tout l'obéissance aveugle aux décrets de la mode. Cette élégance-là, c'est la plus facile des faiblesses, le plus étroit des esclavages. C'est le travail à la chaîne de l'élégance. Où serait le mérite s'il suffisait d'imiter ? Non, la vraie élégance sera pour vous l'art de savoir vous habiller selon ce que vous êtes, de savoir choisir ce qui vous va à vous et non pas à tel ou tel autre. N'essayez pas de prendre leur élégance à des femmes plus grandes que vous, ou plus minces, ou plus blondes. Pourquoi vouloir ressembler à Kay Francis si vous êtes un autre type de femme? Et pourquoi ce qui convient à Carole Lombard vous conviendrait-il? Avant tout, soyez vous-même, aussi bien dans votre habillement que dans votre caractère. Retenez ce sage prétexte qui, bien se connaît, bien s'habille. Connaissez donc vos qualités pour les mettre en valeur et vos défauts pour les dissimuler, mais ne cherchez jamais votre perfection ailleurs qu'en vous-même. Soyez sincère, d'abord vous y trouverez le plaisir de plaire davantage et ensuite vous y trouverez le vrai secret d'être vraiment vous-même. Que demander de plus ? Voilà, j'ai trouvé que c'était un texte assez joli qui rejoint beaucoup de choses que je dis déjà en podcast ou en conférence sur le fait d'être soi-même, de ne pas forcément vouloir imiter les autres. Ça n'est pas dans le sens où le dit un petit peu notre époque qui nous dit chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, on s'en fiche des autres. C'est pas du tout dans le sens là, on le comprend bien dans le texte, mais c'est tout simplement de s'adapter à ce que l'on est, à ce que l'on a reçu, et d'ailleurs c'est valable à la fois pour les vêtements, pour notre apparence extérieure, la beauté, mais également pour notre mission de vie, notre caractère, ce que nous allons faire, nos talents les talents qui nous sont propres. Et par rapport à l'élégance vestimentaire, ben c'est exactement ça, c'est ce que je dis beaucoup quand j'essaie de vous donner des conseils, en conférence notamment. Eh bien, quand je dis un vêtement doit être vrai, d'ailleurs je le dis dans mon livre, un vêtement doit être vrai, doit être bon et doit être beau. Et un vêtement vrai, c'est notamment un vêtement qui nous correspond tout simplement, qui correspond à notre style, qui correspond à notre silhouette, qui va mettre en valeur notre corps et qui n'est pas forcément le même que celui de la voisine ou que ceux qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et donc c'est vraiment important et c'est ce qui va vraiment contribuer à notre élégance et d'où l'importance du naturel aussi. Ça rejoint un petit peu le podcast que j'ai fait récemment sur le maquillage. Encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout se maquiller, mais tout ce qui est plus naturel, qui va davantage correspondre à ce que l'on est réellement, va généralement mieux nous mettre en valeur et nous donner plus confiance en nous également. Donc voilà, en résumé, je voulais partager ce texte avec vous parce que je trouvais qu'il était assez juste et puis ça pourra peut-être vous aider de l'entendre avec d'autres mots que les miens et de comprendre un peu mieux ce qu'est l'élégance, tout simplement. Donc voilà le texte d'inspiration que j'ai choisi pour commencer. Et puis si le sujet du vêtement vous intéresse et que vous voulez le creuser, comme d'habitude en barre d'infos, il y a le lien pour acheter mon livre. Donc la féminité, moyen d'apostolat, réflexion sur la tenue vestimentaire catholique. Donc si le sujet vous intéresse, vous pouvez vous procurer mon livre. Le lien est juste en dessous, en barre d'informations. Alors, pour parler de vêtements, premièrement,
ça c'est plus pour commencer avec une petite touche d'humour. Qu'on voit pas mal passer sur les réseaux sociaux en ce moment, c'est la saison du décollement des cuisses des chaises en plastique. Parce qu'effectivement, quand on est habillé en short ou en mini-jupe, ou pas forcément mini d'ailleurs, mais il suffit que ça soit un tout petit peu au-dessus du genou, et au-dessus des... légèrement au-dessus du genou, quand on va s'asseoir sur une chaise en plastique, sur les fauteuils du métro, peu importe, on aura le bas des cuisses, ou alors toutes les cuisses, selon la longueur de vos vêtements, qui vont toucher directement les sièges du métro, les fauteuils en plastique, et quand vous allez vous relever avec la chaleur ou autre, évidemment, ça va un petit peu coller, ça va être très désagréable. Ça va surtout pour moi être un manque d'hygiène total. Je trouve ça super gênant de s'asseoir par exemple dans le métro, d'imaginer que nos cuisses pourraient toucher ces sièges sur lesquels tout le monde s'assoit. Bref, et en fait, alors ça c'était dit avec humour évidemment. Il y en a qui mentionnent le fait aussi que quand vous vous asseyez, si vous avez une mini-jupe ou un short par exemple, et que vous vous asseyez sur une chaise en rotin ou une chaise en plastique qui a peut-être des motifs, pas forcément des motifs, mais vous voyez qu'il y a des petites choses en relief qui apparaissent. Bon après, c'est imprimé directement sur vos cuisses. Les femmes évoquent cela avec humour. J'avoue que en fait, je ne vois pas trop... Bon, on peut en rigoler certes, mais les femmes ne se rendent même plus compte de l'inconfort dans lequel elles vivent. J'en ai parlé avec une jeune fille donc pour un entretien qui sera publié plus tard sur la chaîne YouTube, mais on parlait justement du jean, de toutes ces choses un peu, en fait on se rend même plus compte en tant que femme qu'on s'impose des vêtements qui finalement sont très inconfortables, vont être trop chauds, beaucoup trop nous serrer, justement laisser nos cuisses comme ça toucher les fauteuils du métro ou coller à des chaises en plastique, je sais pas, moi quand je vois en ce moment il fait assez chaud et c'est vrai que je vois des jeunes femmes qui sont en jean moulant, je me dis mais qu'est-ce qu'elle doit avoir chaud quoi, mais qu'est-ce qu'elle doit être, elle doit vraiment pas être à l'aise dans ses vêtements, mais j'allais dire presque s'en rendre compte. Moi je me souviens que c'était mon cas il y a très 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 longtemps quand je portais encore des jeans moulants, mais en fait je me rendais même pas compte que c'était désagréable, que ça me serrait le ventre, ça me serrait les cuisses, ça me donnait beaucoup trop chaud. Ça ne m'allait pas non plus, ça n'allait pas du tout à ma morphologie par-dessus tout, mais c'est vrai qu'on ne se rend plus du tout compte, donc ne serait-ce que pour votre confort, mesdames, je vous enjoins à porter des jupes et des robes en été, au minimum des jupes midi bien sûr, et sinon des jupes maxi, c'est tellement confortable en été, on se sent tellement bien dedans à tous âges, et c'est ce qui fait qu'on va beaucoup mieux supporter la chaleur. Si ce thème vous intéresse, d'ailleurs j'ai déjà fait des podcasts, des articles sur le blog sur comment s'habiller en été, comment être plus confortable dans ses vêtements, etc. Donc n'hésitez pas à aller lire ou écouter ces contenus. Et bien sûr, il y a pour rester sur cette thématique des vêtements, de l'été, nous avons également une nouvelle mode entre guillemets qui apparaît, alors je sais pas si on peut appeler trop ça une mode, mais bon, une tendance qui est la tendance des chemises de métro. Donc il s'agit moi je trouve ça vraiment hyper triste, mais il s'agit donc de jeunes femmes, la plupart, qui décident de porter ce qu'elles appellent des vêtements du métro, la plupart du temps une chemise, généralement elles prennent une chemise assez large, manches longues, et je suppose une chemise d'homme qui les couvre en fait, qui couvre leur décolleté, qui va couvrir leurs bras, et qui pourquoi pas va aussi descendre un petit peu plus bas que leur micro-short ou micro-jupe. Le but étant, avec cette tendance, de se protéger du harcèlement, des mauvais regards, des agressions, etc. que ces jeunes femmes subissaient jusque-là dans le métro, notamment l'été, à cause de leur tenue. Premièrement, je trouve ça super triste de devoir en fait de se sentir obligé d'adapter sa tenue pour certains trajets, etc. pour se protéger du harcèlement. Bon. Deuxième chose, le harcèlement dans le métro, évidemment, c'est même pas que c'est triste, c'est que c'est terrible pour toutes ces femmes qui vivent ça au quotidien, et la peur au ventre dans les transports, parce que selon la ligne qu'on est obligé de prendre, selon le quartier dans lequel on habite ou là où on travaille, c'est insupportable de se sentir en insécurité et d'être tout le temps sur le qui-vive matin et soir. C'est insupportable. Moi, ça m'est déjà arrivé, pas à cause
pas parce que je me sentais mal dans ma tenue ou quoi que ce soit, mais le fait est que dans certains transports, on se sent en insécurité. C'est très pénible. Qu'est-ce qui est triste aussi, c'est de constater, parce que j'ai regardé certaines vidéos, parce que c'est une tendance TikTok, donc il y a beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Toutes les vidéos sur lesquelles je suis tombée, ce sont des femmes qui sont vraiment quasiment nues avant de mettre leur chemise de métro. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans des tenues très 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 vulgaires, très provocantes. Enfin, vraiment, elles sont quasiment nues, quasiment en sous-vêtements. Et du coup, je trouve ça très hypocrite aussi comme combat, de se dire « ouais, c'est horrible, je suis obligée de me couvrir pour aller dans le métro ». En même temps, t'étais nue. C'est pas pour aller dans le métro, pour aller dans la rue, peu importe. Tu devrais pas sortir comme ça de chez toi, en fait. Même dans un monde idéal où il y aurait aucune agression, aucun harcèlement. Moi, ça me gêne de te voir dans cette tenue. Et ça me donne pas du tout envie de t'agresser. C'est pas ça la question. C'est que c'est gênant de voir une femme à moitié nue à côté de nous, dans le métro, dans la rue, peu importe, même chez elle. Bon, bah non, en fait, j'ai pas du tout envie de te voir dans cette tenue-là. Et donc il y a quelque chose quand même d'assez hypocrite, ou en tout cas de peut-être que ces femmes n'ont pas conscience de la façon dont elles s'habillent, mais ça j'y crois moyen. Je pense que les femmes surtout ont tout à fait conscience de leur pouvoir de séduction et de la façon dont elles s'habillent et de ce que ça peut provoquer autour d'elles, et ne serait-ce que par courtoisie, encore une fois, sans même parler de harcèlement ni quoi que ce soit. Moi, j'ai pas du tout envie de voir une femme avec une petite brassière, un micro-short troué à côté de moi dans le métro. Oui, bah c'est désagréable en fait. On s'habille correctement par politesse pour les autres, et c'est la moindre des choses. Et je suppose qu'elles vont aller au bureau, qu'elles vont peut-être rentrer dans un restaurant, qu'elles vont rentrer dans un musée, peu importe. Mais bon, d'ailleurs, on a déjà eu des histoires comme ça, de femmes qui se font refuser de restaurant ou de musée, mais à cause de leur tenue. Mais justement, c'est ça, il n'y a plus aucune conscience de l'habillement, du message que ça fait passer, de la pudeur, de la décence. Et il y a beaucoup de femmes à qui on n'a pas appris ça et à qui on a répété toute leur vie: fais ce que tu veux quand tu veux, peu importe le regard des hommes, c'est toi qui t'habilles pour toi. Et ces femmes croient vraiment à ce message finalement, et à ces mensonges, et pensent que peu importe leur tenue, c'est leur choix, alors que on s'habille en partie pour soi, on s'habille en partie pour les autres, on s'habille aussi selon le contexte dans lequel on évolue. Je vais pas m'habiller de la même façon pour aller, je sais pas, passer la tondeuse ou m'occuper de mon potager et aller à la messe le dimanche. C'est une évidence. Je ne m'habille pas de la même façon quand je suis... Enfin, quoique... Mais bon, j'allais dire, je m'habille pas forcément de la même façon quand je suis en télétravail ou quand je vais vraiment me rendre au bureau. Bon, globalement, j'ai quand même les mêmes robes. C'est juste que l'hiver, je vais mettre 14 couches de plus chez moi parce que j'ai froid. Et en été, voilà, je suis en claquette parce que je suis chez moi et je suis plus ou moins un chausson. Et évidemment, je mettrai pas ces chaussures-là au bureau. Mais bon, c'est vrai qu'on ne s'habille pas de la même façon selon les contextes. On s'habille en partie pour soi, en partie pour les autres. Enfin, c'est toute une thématique assez complexe et complète. Surtout, c'est pas si complexe que ça, mais disons qu'il y a beaucoup de choses qui s'imbriquent les unes dans les autres et dont on a plus ou moins conscience. Mais ces femmes-là, on ne leur a jamais dit, et donc forcément elles ont du mal, et elles ont du mal à comprendre que la façon dont elles s'habillent ont des conséquences sur la façon dont on va les voir, les considérer, les prendre au sérieux ou pas, se dire bah tiens, ça c'est une fille sérieuse, ça c'est une fille qui s'en fiche de tout, ça c'est une fille bon, qui a l'air assez légère. On peut déduire beaucoup de choses des vêtements des gens, à tort ou à raison d'ailleurs, mais ce sont les impressions que l'on a et ce sont les messages que l'on va décoder. Donc pour résumer, cette tendance de la chemise de métro, je la trouve assez triste bien sûr, assez hypocrite aussi, et il y a tellement de femmes qui n'arrêtent pas de dire ce ne sont pas les vêtements qui sont la cause des agressions ou je ne sais quoi, et puis là d'un coup elles prennent conscience que tiens, c'est marrant, quand je me couvre ne serait-ce qu'un tout petit peu, parce que c'est des chemises, voilà, ce qu'on peut voir sur les miniatures ou autres, c'est pas non plus, elles sont pas non plus avec des burkas ou je ne sais quoi, enfin elles sont pas non plus complètement couvertes, hein. Il y en a qui restent avec des jupes midi, une chemise avec le premier bouton ouvert, bon les manches longues d'accord, mais je veux dire elles sont pas non plus complètement enfouies sous un drap, et ça reste tout à fait acceptable comme type de tenue, en tout cas sur les
dans les vidéos sur lesquelles je suis tombée, et pourtant elles se font déjà beaucoup moins agresser. Donc pas la peine d'être complètement enseveli sous une tonne de vêtements pour ne pas se faire agresser. Juste en fait ne pas être en micro-short quand on marche en roulant des fesses et puis en énorme décolleté qui laisse tout paraître, ou quasiment être en sous-vêtements dans la rue ou peu importe dans le métro. Ça suffit déjà en fait à juste apaiser, j'allais dire, certaines choses, ne pas attirer le regard sur soi plus que de raison, ou en tout cas pas d'une mauvaise manière, pas d'une façon qui va nous objectifier, qui va nous, je sais pas si ça existe, qui va nous faire être considérés un peu comme des objets, comme de la chair, comme de la viande. Non, on n'est pas que ça. Il y a une façon de s'habiller pour le dire, une façon très féminine, très élégante, jolie, tout ce que vous voulez, mais pas indécente, pas vulgaire, pas sexy. Et ça ne nous empêche pas d'être des femmes à part entière, ça ne nous empêche pas d'avoir un énorme choix de tenues, et ce ne sont pas des choix, des décisions qui vont nous enfermer, nous mettre dans une cage. Au contraire, ça va nous libérer, parce que on va pas être réduite à notre corps ou à nos apparences, et on pourra être vraiment soi-même sans craindre le regard des autres. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce sujet-là. Alors avant d'entamer le sujet du transgenre et ce que je voulais vous raconter aussi par rapport à mon travail, à mon entreprise, tiens, une dernière citation aussi sur quand même le sujet des vêtements. Citation de Johnny Depp qui dit: à notre époque, tout le monde aimerait être soi-même, mais tout le monde se conforme. C'est exactement ça, et c'est aussi le cas d'ailleurs pour les vêtements. On n'a jamais autant vécu à une époque où on nous disait chacun fait ce qu'il veut, s'habille comme il veut, c'est ton choix, tu fais ce que tu veux, c'est ton corps, on s'en fiche des autres, c'est que pour toi que tu t'habilles. Et pourtant toutes les filles sont habillées ou déshabillées en été de la même façon. Donc c'est là qu'on voit que c'est une fausse libération qui au contraire nous enferme, nous met dans un carcan, alors que quand on suit vraiment le chemin de la féminité, de l'élégance et de la décence, là on peut pleinement être soi-même. Et tous les témoignages que je reçois au quotidien, dont certains sont partagés avec vous sur le livre d'or du blog, donc femmeapart.com, ou sur cette même chaîne YouTube dans la playlist témoignages et entretiens, vous en trouverez beaucoup aussi. Tous ces témoignages montrent bien, prouvent qu'en fait on est beaucoup plus heureuse, beaucoup plus épanouie et beaucoup plus soi-même quand on suit finalement un certain nombre de règles qui peuvent paraître contraignantes de premier abord, mais qui finalement vont nous aider à ne pas nous conformer à cette époque, à être vraiment nous-mêmes, à aussi creuser vraiment nos talents, et c'est ça qui compte également. Alors sur le sujet, avant le sujet du transgenre, dernier point, c'est justement un article du Point qui n'est pas en ligne, enfin qui est en ligne que pour les abonnés, mais j'ai une gentille tante qui me l'a imprimé et qui me l'a fait passer, et je la remercie. Un article donc du journal Le Point du 18 mai de cette année. Le Point numéro 2650, si vous voulez vérifier, qui parle d'un stage de déconstruction pour les hommes. Enfin, il y avait aussi des femmes d'ailleurs, mais surtout à destination des hommes. Et c'est donc un des journalistes qui a décidé de s'infiltrer, entre guillemets, dans ce stage qui dure 48 heures pour voir un peu ce qui s'y disait, ce qui s'y faisait. Et c'est un stage immersif pour remettre en question sa masculinité toxique. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est de voir tous les clichés de ces stages, etc. Mais ce qui m'a intéressée, ça va être aussi la conclusion de l'article. Qu'est-ce que j'avais vu avant la conclusion? Il y avait autre chose. Ah oui, sur les personnes racisées, ça c'était drôle. Bon, je vous le lirai après. La conclusion de l'article. Donc tous les participants applaudissent, etc. Et le journaliste qui s'est infiltré constate quand même que pendant 48 heures, personne n'a avancé le moindre chiffre factuel. Ils sont pourtant connus et largement documentés, sans ambiguïté, sur les violences conjugales, les agressions sexuelles, les inégalités salariales, l'accès aux études supérieures et aux postes à responsabilité, la répartition des tâches ménagères dans le couple, etc. Donc aucun chiffre, rien de factuel. Je quitte Grenoble avec dans la tête ce message subliminal qui tourne en boucle.
pardon, une femme est par nature une victime, un homme par nature est un agresseur. Désormais, je suis un homme déconstruit. C'est exactement ça, c'est ce que j'essaie de vous dire dans de nombreux podcasts et de nombreux articles. C'est le message que la société veut nous faire passer. Une femme est une victime par nature, par principe, c'est l'a priori duquel on va partir. Et l'homme est par principe un agresseur, un danger, quelqu'un de violent dont il faut se méfier. Voilà, malheureusement, le message qui est fait passer par ce genre de stage, par les médias, les réseaux sociaux, tout ce que l'on voit à l'heure actuelle. Il y a un biais cognitif qui commence à s'installer et qui est bien dommageable, bien sûr, pour les relations hommes-femmes. Je vous en ai parlé dans le podcast de vendredi dernier, notamment lorsque je vous ai évoqué le dernier livre, enfin le dernier fascicule d'Eugénie Bastier par rapport à la différence des sexes, et c'est exactement ça. On essaye un peu de, soi-disant, de tout déconstruire, d'enlever les caricatures, d'enlever les clichés, mais on en apporte de nouveaux qui sont très dangereux et qui sont très dommageables, surtout pour les hommes. Alors, il y a beaucoup de choses intéressantes dans l'article, mais il y avait notamment ce passage que j'essaie de retrouver. J'ai remis la main sur le passage de l'article, donc page 54. Bon, ils font des petites scénettes, etc. pour bref, essayer de lutter contre les clichés, les inégalités, etc. Et puis après, ils se notent, enfin, ils se font des retours sur ce qu'ils ont mis en scène. Et il y a un des participants qui n'est pas content. Et il dit « Donner le même temps à chacun pour s'exprimer, c'est injuste. Dans votre pièce, ce personnage est racisé. Sa parole est opprimée et écrasée depuis des siècles. Vous auriez dû privilégier sa position racisée. Je suis contre l'égalité qui n'a qu'une fonction, se donner bonne conscience. La parole d'une femme racisée est plus importante que celle des autres. Or, vous la marginalisez. » Donc le fait de donner, je ne sais même plus de quoi était question dans cette petite scénette, mais le fait de donner le même temps de parole à tout le monde, y compris à ce qu'il appelle une femme racisée, pour lui c'est de l'inégalité et c'est mauvais parce qu'en fait, étant donné que c'est une personne qui est soi-disant opprimée, écrasée depuis des siècles, etc., eh bien à l'heure actuelle on devrait lui donner, je sais pas, 1 fois et demie le temps de parole ou 2 fois le temps de parole des autres, parce que c'est une personne qui a été oppressée, enfin ses ancêtres ont été oppressés pendant des siècles, pas elle, sauf si elle a vécu pendant des siècles bien sûr, mais il faudrait lui donner 2 fois plus de temps de parole pour compenser cela. Et en fait ça montre bien alors ça, là c'était en l'occurrence, il parlait d'une femme racisée, mais je pense que c'est ce à quoi aussi on assiste par rapport au féminisme de façon générale. On nous fait croire qu'elles veulent l'égalité Je cherche mes mots, pardon. Donc on leur fait croire on nous fait croire qu'elles veulent l'égalité, mais finalement on se rend compte qu'elles veulent surtout la supériorité, qu'elles veulent être au-dessus. Et d'ailleurs, il y en a très peu qui s'en cachent, hein, mais pour dire que, bah non, en fait, vu qu'on a été, en tant que femme, on a été opprimé par le patriarcat pendant très longtemps, bon là, on peut bien prendre le dessus pendant quelques temps et être supérieur pendant quelques temps, puisque finalement, ça va, c'était vous pendant un certain temps, vous les hommes, vous dominiez tout, vous étiez supérieurs, vous nous écrasiez. Bon, maintenant, c'est à notre tour, ça ne fait que compenser finalement. Donc, vous voyez un peu le danger d'une telle réflexion, d'un tel raisonnement, d'un tel illogisme surtout, parce que je sais pas si on peut appeler ça un raisonnement. Et la deuxième chose aussi que je tire de ce petit paragraphe, page 54, c'est surtout qu'il y aura toujours des minorités, toujours des gens qui vont se sentir plus opprimés que d'autres, pas forcément par rapport à leur race ou à leur couleur de peau, mais les femmes par rapport aux hommes, et puis les femmes célibataires par rapport aux femmes mariées, les femmes avec enfants par rapport aux femmes stériles, les blondes par rapport aux brunes, les je sais pas, enfin vous voyez, dans ces cas-là on n'a jamais fini finalement. Donc c'est intéressant de voir jusqu'où on peut aller, quand est-ce qu'on s'arrête, quelle est la limite et comment faire pour comprendre qu'en fait on ne pourra jamais vivre une égalité parfaite et qu'il faut essayer de s'élever par rapport à ça, de prendre un peu de recul et d'appliquer un peu de bon sens, tout simplement. Je vous mettrai le lien de l'article en barre d'infos, mais bon, sachez qu'il n'est accessible qu'aux abonnés, vous n'aurez que le début. Et enfin, j'arrive au sujet des transgenres. La couverture du magazine Glamour qui met en scène un homme transgenre et enceint. Donc il s'agit d'une femme, évidemment, hein, puisqu'elle est enceinte, mais qui a décidé de prendre l'apparence d'un homme et qui se retrouve donc en couverture de ce magazine. Tout le monde dit un homme enceint
Couverture du magazine, mais c'est évidemment faux puisqu'il s'agit d'une femme, et sinon elle ne pourrait pas être enceinte, n'est-ce pas? Et pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que vous le verrez de plus en plus en couverture de magazine, sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui va énormément se banaliser. On va nous faire croire que c'est quelque chose de normal. On va employer les mauvais mots pour dire évidemment homme, enceint, etc. Et ce qui fait que dans l'imaginaire ou dans l'inconscient ou le subconscient, je sais pas trop, mais collectif, finalement c'est quelque chose dont on va nous parler de plus en plus naturellement, comme bien d'autres sujets complètement amoureux ou autres qu'on essaye de faire passer finalement et d'imposer à la société, d'où l'importance du langage aussi. Si vous êtes familier avec Orwell, vous comprendrez, et c'est vrai qu'on est vraiment sur un matraquage et on essaye, quel est le mot que je cherche, de normaliser, voilà, de rendre ça tout à fait normal, il y a rien qui choque, c'est anodin presque, et finalement ça va rentrer alors pas dans le langage, enfin si, c'est dans le langage aussi, mais ça va rentrer dans nos habitudes, dans ce que l'on voit sur les tapis rouges, dans ce que l'on voit sur les couvertures de magazines, dans ce que l'on voit dans la rue, dans son entourage, etc. Et puis on va développer une acclimatation, non c'est pas le mot que je cherche, on va s'habituer petit à petit, un peu comme la grenouille dans l'eau tiède là, et puis qu'on fait bouillir petit à petit, sans qu'elle s'en rende compte, et elle n'a pas le temps de s'en échapper, et de s'échapper de la casserole d'eau bouillante. Et là c'est un petit peu pareil, petit à petit, on fait rentrer ça dans notre tête, et puis on sera de moins en moins choqué, et de plus en plus habitué. Donc méfiance et faites attention. Dernier sujet que je voulais évoquer avec vous, je vous l'avais déjà dit que je travaille dans une entreprise qui est dans le milieu médical, et dans une réunion la semaine dernière, faut vraiment pas que je donne de détails, mais on commence à parler d'une notice d'un de nos produits, qui est un produit, donc il y a une version pour les hommes et une version pour les femmes, puisque comme vous le savez, nous ne sommes pas faits de la même façon, n'est-ce pas? Quoi qu'en disent les gens, et la biologie c'est la biologie quoi. Et c'est vrai que l'anatomie, même je suis pas avec des collègues spécialement conservateurs, mais pour le coup on travaille dans le médical, donc il y a quand même des choses qui nous paraissent un peu évidentes. Et donc dans nos notices, pour certains produits, il y a donc généralement un paragraphe pour les hommes et un paragraphe pour les femmes, puisque le produit ne s'utilise pas de la même façon chez les unes et chez les autres. Je ne vous fais pas de dessin. Et en fait, on s'est fait accrocher par une autorité de santé. Comment ça s'appelle? Je ne vais pas donner de nom, mais ce sont des organismes qui vous certifient. Donc ce sont des organismes qui vérifient la conformité des produits que vous mettez sur le marché, d'une part pour que ça ne soit pas dangereux pour les patients. Ils vérifient évidemment que vous avez fait tous les tests, les études, voilà, tout est fait. Vous devez donner un certain nombre de documents par rapport à la composition de vos produits. Enfin, c'est plein de certifications qui sont évidemment très utiles, et ce sont des organismes qui font bien leur travail pour vérifier qu'on ne met pas n'importe quoi sur le marché, que ce soit pour des médicaments, des dispositifs médicaux, etc. C'est pour protéger les patients, bien sûr. Donc évidemment, ces organismes ont un bon rôle à jouer, et une de leurs fonctions, d'ailleurs, moi avant je m'en occupais des notices, donc je sais de quoi je parle. Une de leurs fonctions, c'est notamment ils vérifient les notices et ce qu'on écrit dedans, vérifier est-ce que c'est bien expliqué, est-ce que tous les risques sont bien écrits dedans, est-ce que l'utilisation du patient va être facilitée parce qu'on décrit bien exactement ce qu'il faut faire, etc. Et pour éviter qu'il y ait eu un mauvais usage, pour éviter que ce mauvais usage puisse blesser ou tuer un patient. Donc évidemment tout ça c'est très très bien. Sauf que là ils nous ont épinglé sur le fait que dans nos notices nous utilisions les termes, donc après c'est dans toutes les langues, mais en français je sais plus, je crois qu'on dit juste homme et femme, et puis en anglais male et female. Pour les deux fameux paragraphes, il y a un paragraphe commun pour tous les produits, puis pour hommes et femmes, et puis ensuite les femmes vous faites comme ci, les hommes vous faites comme ça. Et donc cet organisme nous demande instamment de bien vouloir modifier nos notices, parce qu'il y a visiblement des femmes qui ont des organes génitaux d'hommes, ou qui se sentent hommes, bref, vous voyez bien là où je veux en venir. Et donc apparemment, il n'y a pas que des femmes qui auraient un vagin,
Et donc, il faudrait qu'on arrête d'être discriminant et de faire un paragraphe pour les femmes et un paragraphe pour les hommes. Je sais pas d'ailleurs comment on va l'appeler, mais je crois que du coup mes collègues avaient l'air de dire que ça serait un paragraphe pour les personnes ayant un vagin et un paragraphe pour les personnes ayant un pénis. Voilà où on en est arrivé. J'étais quand même contente de voir que tous mes collègues ont rigolé pendant la réunion en se disant non mais en fait ils ont que ça à faire de nous reprendre sur un truc pareil. Ça leur a semblé mais complètement absurde parce que on a beau dire ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc. sur les personnes transgenres, chacun fait ce qu'il veut avec son corps. Un homme peut être une femme peut être un homme, on s'en fiche, peu importe. N'empêche que nous, dans le médical, au plus proche du patient et de l'anatomie, on se rend bien compte qu'il y a que deux choses qui existent. A priori, c'est soit les organes génitaux des hommes, soit les organes génitaux des femmes, et qu'il y a que deux solutions, et que soit vous êtes comme ci, soit vous êtes comme ça. Le produit, vous l'utilisez de la façon numéro 1 ou de la façon numéro 2, point barre, et c'est tout. Donc évidemment, nous, on a bien rigolé. Ceci dit, pour vous donner une idée, donc ce sont quand même des gros coûts. Donc déjà, si on n'a pas cette certification, bien sûr, notre produit ne pourra plus sortir sur le marché. Enfin, j'imagine qu'on a un temps de mise en conformité. Évidemment, on n'est pas obligé de retirer nos produits du marché non plus parce qu'il n'y a rien de dangereux. Mais en tout cas, c'est un avertissement pour, je sais pas combien de temps on a pour le mettre en place, mais bon, parfois on nous donne 1 an, 2 ans, peu importe, ou écoulement des stocks actuels de notices, et voilà. Mais tout ça pour dire que pour nous, c'est un coût énorme. Changer une notice, c'est beaucoup de travail déjà pour les personnes qui s'en occupent, qui s'occupent de faire le contenu, etc. Après, on a des stocks, après on a tout ce qui est imprimé, à imprimer, etc. À l'usine, mettre en place différentes notices, une nouvelle version, il y a des change control, etc. qui sont faits. Pardon, je connais pas le mot en français. Bref, il y a plein de démarches différentes auprès de plein de services différents qui vont faire qu'en fait ça nous coûte très très cher. Et donc déjà, il y a une question de coût, il y a une question, mais en fait, vous n'avez pas le choix, puisque l'organisme de certification vous dit que, en gros, si vous le faites pas, votre produit sortira plus sur le marché. Donc vous êtes obligé de le faire. C'est une question d'argent évidemment, parce que bon, on est une entreprise, on a besoin de gagner de l'argent. Et puis même pour les patients, enfin, on peut pas les priver de ce produit sans lequel ils peuvent pas vivre. En fait, c'est pas des produits de confort ni quoi que ce soit. C'est pour des personnes qui ont des handicaps, etc., qui ont besoin de se sonder, notamment par exemple. Et c'est vrai que on se rend compte qu'en fait l'idéologie nous est imposée et qu'on va être obligé de le faire. Sinon finalement on pourra plus vendre nos produits. Donc tout ça pour vous montrer un petit peu les coulisses, que vous sachiez un petit peu comment ça se passe, qu'il y a des histoires dessous bien sûr derrière. Après moi je blâme pas spécialement mon entreprise parce que je me dis là, en l'occurrence, ils n'ont pas vraiment le choix, j'ai l'impression. Enfin, on a toujours le choix dans la vie, vous me direz, mais bon, là, ça me semble un petit peu compliqué. Mais tout ça pour que vous sachiez un petit peu de la façon dont on nous impose, finalement, cette idéologie. La façon dont ça se fait en coulisses, et de vous montrer que même des organismes qui sont là, des organismes de certification, enfin qui sont là pour le médical, pour le bien du patient, etc. Ils se préoccupent davantage de se dire ça peut-être choquer de mettre male, female, homme, femme, etc. Donc maintenant on va mettre personne ayant ceci, personne ayant cela. Enfin bon, c'est complètement absurde. C'est là qu'on voit jusqu'où ça peut aller, que ça devient très dangereux, que ça s'infiltre partout, et que même dans un domaine où vraiment c'est biologique, c'est anatomique et tout ce que vous voulez, et bien même là on nous force à prendre un certain parti, ce que je trouve assez triste. Voilà un peu pour ce que je pouvais vous dire par rapport à cette anecdote sur les personnes transgenres et ne pas choquer, etc. et comment ça se passe dans le milieu médical. Ceci dit, peut-être qu'on va commencer à avoir des plaintes de patients, hein, je ne sais pas, qui seront peut-être choqués parce qu'ils ont lu ça dans nos notices, je n'en sais rien. En tout cas, j'espère que cette folie va passer, n'est-ce pas, va se calmer, même si je pense que ça va plutôt aller en s'aggravant, mais on verra bien. En tout cas, voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous dans cette chronique d'actualité. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.